Bonjour, j'aimerais vous accueillir à la section respiratoire du vidéo du département de santé au travail. Je vais vous parler de deux sujets. Premièrement, de la classification des rayons X pour les pneumoconioses et deuxièmement, de la fonction pulmonaire. Pour ce qui est de la classification des rayons X des pneumoconioses, c'est une classification développée par le Bureau international du travail, ou BIT, pour classifier les pneumoconioses, c'est-à-dire les maladies qui résultent de l'inhalation de poussière minérale. Cette classification fut développée pour pouvoir comparer les résultats, la prévalence de maladies et la relation dose-réponse entre différents pays et différentes mines. La classification des rayons X se fait d'abord pour les anomalies du parenchyme pulmonaire en 4 catégories. La catégorie 0 qui est normale et la catégorie de 1, 2 et 3 pour les profusions augmentant de sévérité. Ce qu'on examine, c'est la profusion des petites opacités linéaires ou rondes qui résultent de l'inhalation des poussières minérales et de la réaction fibreuse du corps envers celles-ci. La catégorie 1 veut dire que ces opacités sont présentes plus que la normale, mais qu'on voit encore les vaisseaux sanguins. La catégorie 2 veut dire qu'on commence à perdre la définition des vaisseaux sanguins à cause de la profusion ou de la densité des opacités. La catégorie 3 veut dire que les opacités sont devenues si denses ou que la profusion est si intense qu'on ne voit plus les vaisseaux sanguins. Chaque catégorie peut se diviser en 3 sous-catégories. Donc, pour la catégorie 1, on a la catégorie 1-0, qui veut dire qu'on juge que le film est anormal de catégorie 1, mais qui se rapproche de la catégorie 0 et qu'il est moins anormal que le film standard de catégorie 1. Catégorie 2-2 est le film standard de la catégorie 2, ou équivaut le film standard de la catégorie 2 de la classification du BIT. Donc un film 2-3 veut dire qu'il est encore de catégorie 2, mais qu'il est plus anormal que le film standard, et de catégorie 1, qu'il est moins anormal que le film standard de catégorie 2. Le type d'anomalie ou d'opacité peuvent être rondes ou irrégulières. Comme le démontre le graphique, on détermine alors la taille de ces opacités pour les classifier soit pour les opacités rondes P, Q ou R, P pour des opacités qui sont moins de 1,5 mm de diamètre, Q pour les opacités de 1,5 à 3 mm et R pour les opacités de plus de 3 mm de diamètre, mais de moins de 1 cm. De façon équivalente, pour les opacités linéaires, on a le type S, qui sont les fines opacités de moins de 1,5 mm, T, qui sont les opacités linéaires de 1,5 à 3 mm, et U, les opacités irrégulières de plus de 3 mm. Avec la dernière version de la classification du BIT, qui date de 1980, nous avons aussi une méthode de quantifier les anomalies pleurales, c'est-à-dire l'atteinte de l'enveloppe du poumon, qui peut être séparée de l'atteinte du parenchyme pulmonaire. Comme le montre le graphique, ces anomalies se voient le plus souvent sur le diaphragme, où on voit ici des plaques pleurales, ou le long de la paroi thoracique latérale, ou peuvent, dans la fibrose pleurale diffuse, combler l'angle costophrénique. Pour quantifier l'étendue et l'épaisseur des anomalies pleurales, la classification du BIT nous donne l'épaisseur A, qui est moins de 5 mm le long de la paroi latérale, l'épaisseur B, qui est de 5 à 10 mm, et l'épaisseur C, qui est de plus
de 10 mm. Pour l'étendue, nous avons les étendues 1, 2 et 3. L'étendue 1 veut dire que la teinte de la plèvre occupe moins d'un quart de la hauteur de la paroi thoracique latérale. Une étendue 2 veut dire que la teinte pleurale atteint de 25 à 50% de la hauteur de la paroi thoracique. 3. Plus de 50% de la hauteur de la paroi thoracique latérale. Les anomalies pleurales sont lues séparément pour le côté droit et le côté gauche. La façon qu'on différencie les plaques pleurales qui sont associées avec peu de conséquences sur la fonction pulmonaire et la teinte pleurale diffuse qui peut être associée à un déficit pulmonaire important est la présence sur le rayon X, comme le montre le graphique ici, d'un émoussement de l'angle costophrénique. J'aimerais vous montrer maintenant les films de la classification standard du BIT pour le type d'anomalie S, c'est-à-dire les profusions linéaires fines. Vous avez d'abord le film de la catégorie 1, où il y a certainement plus d'opacité irrégulière des deux côtés, mais on voit encore les vaisseaux sanguins qui restent assez bien définis. On passe à la catégorie 2, où maintenant il devient difficile à cause de la profusion plus dense d'anomalies linéaires de définir le vaisseau. Puis finalement à la catégorie 3, où il devient impossible, surtout en périphérie ici, de définir les vaisseaux sanguins de façon normale. Pour montrer la même chose de façon plus détaillée, vous voyez ici le film normal, puis le film de catégorie 1 des anomalies linéaires que vous voyez ici un peu partout, mais on voit encore les vaisseaux sanguins. La catégorie 2 où il y a une profusion plus dense. Et finalement la catégorie 3 où il y a une destruction importante du poumon avec formation en nid d'abeille qui est un stage de fibrose pulmonaire parenchymateuse en phase terminale. C'est ce type d'anomalie qu'on verrait dans l'amiantose, par exemple. J'aimerais maintenant vous montrer les films standards de la classification du BIT montrant les opacités de type ronde. Je vais vous montrer les films les plus anormaux, c'est-à-dire les films standards de la catégorie 3. Voici le film montrant les anomalies de type P, c'est-à-dire les micronodules ou les nodules de moins de 1,5 mm, que vous pouvez voir ici dans l'image détaillée. Les anomalies de type Q, donc encore des anomalies rondes, mais cette fois-ci de taille 1,5 à 3 mm, que vous pouvez voir ici de nouveau dans l'image détaillée. Et finalement, les anomalies de type R, c'est-à-dire les gros nodules de plus de 3 mm, mais de moins de 10 mm, encore le film de la catégorie 3, et vous pouvez voir ici les nodules sur l'image détaillée. J'aimerais maintenant vous montrer comment on emploie la classification du BIT de façon pratique. Nous avons ici un film d'un travailleur qui nous est référé pour évaluation d'anomalies reliées à son travail. On regarde ce film et on a l'impression qu'il est anormal. On le compare d'abord au film normal de la classification standard, soit le film de profusion 0, 0. On a l'impression qu'il y a plus d'anomalies irrégulières aux bases sur ce film-ci que dans l'exemple d'un film normal. Nous choisissons donc le film de la catégorie 1 de la classification démontrant les anomalies de type irrégulière pour comparer le film du travailleur. Nous avons l'impression que les anomalies irrégulières sont plus importantes que le film normal, mais moins importantes que le film de catégorie 1, le film de mi-catégorie 1-1 de la classification standard. Donc, on dirait que ce film-ci est catégorie 1, mais sous-catégorie 1-0.
Voici un deuxième film d'un autre travailleur qui vous est référé pour la possibilité d'une pneumoconiose. Vous comparez d'abord son film au film normal de la classification du BIT, soit le film profusion 0-0. On a l'impression qu'il y a des anomalies linéaires, possiblement de type S ou T, aux deux bases ici, de façon plus dense que le film normal. Nous comparons donc ce film au film de la catégorie 1 du BIT, profusion 1-1, type d'anomalie linéaire S ou T, et on a l'impression que les anomalies ici sont moins denses ou de profusion moindre que le film de catégorie 1 standard. Maintenant, nous devons décider, est-ce que ce film est plus proche de la catégorie 0 ou est-ce qu'il est franchement anormal et de catégorie 1? Parce que le film est d'assez mauvaise qualité, avec une mauvaise pénétration, et aussi parce que je trouve qu'il ressemble plus au film normal, je jugerai ce film de catégorie 0, de sous-catégorie 0-1. Donc ce film est encore dans les limites de la normale, mais est plus anormal que le film standard de catégorie 0. Comme vous pouvez voir, la différence entre un film de catégorie 0, sous-catégorie 0-1, et le film catégorie 1, qui serait anormal, sous-catégorie 1-0, est subtile. C'est pourquoi il est dangereux d'employer la classification du BIT pour des fins diagnostiques ou encore pire, pour décider de la compensation de quelqu'un sans considérer tous les autres facteurs qui rentrent dans un diagnostic. Voici un troisième film d'un travailleur référé d'une mine d'amiante. Nous voyons que clairement le film a l'air anormal et nous le comparons d'abord au film de catégorie 1 ayant des anomalies similaires, soit linéaires de type T. Et nous avons l'impression que la profusion ou la densité de ces anomalies dans le parenchyme pulmonaire sont plus importantes que le film de catégorie 1. Nous le comparons donc aussi au film de catégorie 2. Et nous avons ici l'impression que ce film est moins anormal que le film de catégorie 2 et se rapproche plus du film de catégorie 1 dans la profusion des anomalies, et donc nous classifions ce film de catégorie 1, 1-2, c'est-à-dire qu'il est légèrement plus anormal que le film standard de catégorie 1 de la classification du BIT. Ce qui rend un peu difficile la lecture de ce film est le fait qu'il y a des anomalies de la plèvre ou de la couverture du poumon qui sont ici importantes. Nous avons une plaque pleurale ici sur le diaphragme et nous avons un épaississement pleural ici et aussi du côté droit. Comme cet épaississement pleural qu'on voit le mieux sur la paroi latérale s'étend aussi devant et en arrière du poumon, ceci peut rendre la lecture d'anomalies du parenchyme pulmonaire lui-même plus difficile. J'aimerais maintenant vous montrer un film qui démontre les différents types d'anomalies de la plèvre. Voici un épaississement de la paroi thoracique latérale qui est une plaque pleurale. Nous pouvons mesurer son épaisseur, ici d'environ 7 mm, donc une épaisseur B. Et son étendue, on peut voir d'après les flèches que cette anomalie pleurale occupe plus de 50% de la hauteur de la paroi thoracique et serait donc d'étendue 3. Nous avons aussi ici des petites plaques pleurales, ces surélévations sur le diaphragme qui sont typiques de plaques pleurales qui résultent d'une exposition à l'amiante.
De l'autre côté, du côté droit du poumon, ce qu'on a, c'est une atteinte pleurale diffuse. Il y a encore un épaississement le long de la paroi thoracique, mais il y a un émoussement de l'angle costophénique qui est le signe radiologique d'un ancien épanchement pleural, ce qui définit la présence d'une atteinte pleurale diffuse. La différence dans ces deux types d'atteintes est importante car l'atteinte diffuse, ici, peut être associée à une restriction importante de la fonction pulmonaire, pendant que la présence de plaques pleurales n'est la plupart du temps associée qu'à des anomalies très mineures de la fonction pulmonaire. Dans les pneumoconioses sévères, il peut y avoir le développement de grandes opacités, c'est-à-dire des opacités de plus grand de 1 cm. Ceci est dû à l'agglomération des petites opacités. Nous avons ici les films standards de la classification du BIT décrivant les larges opacités de type A, c'est-à-dire une agglomération de petites opacités de plus de 1 cm de diamètre. Nous avons ici le film B qui montre des opacités, de larges opacités ici bilatérales qui occupent en tout une aire de moins que du lobe supérieur droit. Et nous avons finalement le film très anormal ici de catégorie C où les opacités ici occupent la plupart du volume ou de la surface pulmonaire. Ce type de film se verrait par exemple dans une silicose à un stade terminal. Contrairement au dernier film que je vous ai montré, nous essayons avec la classification du BIT de quantifier des anomalies souvent subtiles. Donc l'importance de la qualité du film et que ce film soit pris d'après les recommandations du Bureau international du travail. Par exemple, voici un film qui est insuffisamment pénétré. Pour cette raison, il devient presque impossible de juger du degré d'anomalie du parenchyme pulmonaire ou de la plèvre dans ce film. De façon équivalente, si le film est trop pénétré, tout le détail du parenchyme pulmonaire est perdu et il devient de nouveau impossible de quantifier de façon valide la présence d'anomalies. Il est important de se rappeler que la classification du BIT fut développée pour la lecture de films radiologiques de façon épidémiologique. Il faut faire très attention dans son utilisation pour des fins cliniques ou diagnostiques. Le plus souvent, dans les études épidémiologiques, il y a 2 ou même 3 lecteurs pour pouvoir juger de la variabilité dans la lecture avant d'examiner des relations dose-réponse, par exemple. Ceci termine la section sur la classification des rayons X. J'aimerais maintenant vous parler des épreuves de fonction pulmonaire qui sont utilisées de façon fréquente pour l'évaluation des maladies pulmonaires reliées au travail. Le test le plus important est la spirométrie. Ceci consiste à demander à un sujet de prendre la plus grande inspiration dont il est capable et d'expirer de façon la plus rapide possible dans un spiromètre qui mesure le volume expiré. Alors la spirométrie, comme le montre le graphe, mesure et le volume expiré, mais aussi la vitesse auquel l'air est expiré par le poumon. Pour montrer une courbe normale ici, vous pouvez voir que le volume est expiré rapidement, donc près de 80% de toute la capacité vitale est expirée dans la première seconde, ce qui s'appelle le VEMS ou volume expiratoire maximal seconde, et puis que toute l'air qui peut être expiré est complètement expiré après 3 à 5 secondes, et ce volume s'appelle la capacité vitale forcée. Dans la maladie obstructive, à cause d'une résistance au débit de l'air qui sort des poumons,
Celle-ci sort de façon beaucoup plus lente et le VEMS ou volume expiratoire maximal seconde est réduit de façon importante. Il y a aussi une réduction de la capacité vitale forcée à cause de l'air qui reste prise dans les poumons. Dans la maladie restrictive, les volumes pulmonaires sont diminués, mais les voies aériennes sont normales. Aussi, à cause de l'élasticité qui est augmentée, presque tout l'air est expiré des poumons en dedans de 1 ou 2 secondes.